Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler production musicale et j'ai fait appel à Thomas pour pouvoir parler de ce sujet. Je suis super contente de te recevoir ici, Thomas. Merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté pour expliquer ce que tu fais, ton background? Bien sûr. Moi je suis musical. Thomas, j'ai 29 ans et je suis dans la musique depuis tout petit. J'ai commencé très tôt par la batterie, le piano, la guitare. Et quand j'ai commencé à grandir, à m'intéresser au hip-hop, naturellement, j'en suis venu à ce qu'on appelle grossièrement le beatmaking, que je préfère appeler la production musicale. Et dans la même continuité, j'ai rencontré mon ami et mentor Sheik, avec qui j'ai créé... qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir. Et c'est pas grave, on lui fait un petit coucou. Exactement. Coucou. C'est l'intérêt d'un duo, hein, quand il y en a un qui est absent, l'autre est présent, et vice-versa. Et du coup, on a créé notre duo de producteurs en 2013, French College. Ok. Et qui vit toujours aujourd'hui à travers différents projets dont on aura peut-être l'occasion de parler. Ouais, j'espère. L'épisode, il est pour ça. Je voulais vraiment, mettre une lumière sur le métier de producteur de musique, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Il y a très peu de producteurs qui donnent des astuces ou qui expliquent un peu comment on produit de la musique, en fait, comment ça se passe dans un studio, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça serait sympa de pouvoir parler de tout ça. Bien sûr. Dire un peu comment on produit une musique, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on fait en fait si demain moi je suis chanteuse et je viens te voir, je te dis vas-y, je veux que tu produises ma musique, ou même si je te demande de produire une bande de musique pour même aussi de la vidéo, tu fais pas mal de choses. Bien sûr. Donc dis un peu qu'est-ce que tu fais en tant que producteur, quels sont les types de musique que tu es amené à faire en fait. Tout à fait. Alors déjà pour clarifier un peu, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on a, de l'anglais, on dit producer en anglais. Mais pour bien clarifier les choses, quand on parle de producteur de musique, parce que c'est vrai que les gens parfois confondent entre le producteur qui investit, qui met l'argent, mais le producteur de musique, c'est vraiment compositeur en réalité. Okay. Donc moi, mon métier, c'est compositeur de musique, donc je compose la musique à travers ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Okay. Et j'ai la chance d'avoir le background d'instrumentiste, donc batteur, guitariste, pianiste. Ça c'est un gros plus. Ça c'est un gros plus. Alors après c'est vrai qu'aujourd'hui avec tous les outils digitaux à notre portée, tout le monde peut devenir compositeur de musique sans forcément avoir le background musical derrière, le solfège ou l'apprentissage d'un instrument. Moi-même, j'ai commencé la production sur un iPad. Ok. Et je recommande d'ailleurs à tous les gens qui veulent s'intéresser à ça de regarder tous les outils qui sont à leur disposition pour commencer. Il y en a beaucoup sur les téléphones, les smartphones. Moi, j'ai commencé avec une application qui s'appelle Beatmaker 2, que je dédicace. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Tout à fait. Mais pour dire qu'il y a tout plein d'outils aujourd'hui à notre disposition, et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, nous les compositeurs, les producteurs, on est un peu les fantômes de l'industrie de la musique. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de contenu à disposition. Ça se démocratise beaucoup. Maintenant, on voit les producteurs qui expliquent comment ils traversent le processus de composition. T'as plein de contenus vidéo sur YouTube. En France, on commence à faire ça beaucoup sur les différents médias, que ce soit musique urbaine, musique électronique. Il y a de plus en plus de gens qui expliquent leur travail. Les producteurs sont un peu plus mis en avant. On voit même carrément des albums de producteurs. Oui. Ce qui se faisait beaucoup moins avant, mais moi c'est un concept qui me plaît beaucoup en fait, où c'est pas le producteur qui va vendre sa prod à des artistes, mais c'est le producteur-compositeur qui va faire un album au sein duquel il va inviter des artistes. Et ça c'est un très bon moyen en fait de mettre la musique en avant et la composition artistique. Et c'est vrai que depuis des années, je trouve que les beatmakers, les compositeurs sont rarement mis en avant. Et ça se fait de plus en plus, même sur des plateformes de streaming où tu vois entre parenthèses le nom du producteur, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper important, parce qu'on dit souvent, même les chanteurs, les rappeurs le disent, c'est 60% du travail. C'est clair. Et c'est vrai que les rappeurs, surtout les rappeurs, ils mettent de plus en plus en avant ces producteurs-là. Tout à fait. Ouais. Et je trouve ça super bien, parce qu'avant, c'était un peu les fantômes, les personnes de l'ombre, en fait, et on se disait pas du tout dans les années
voilà, où il y a eu vraiment des gros mouvements de musique dans les années 70, 80, on n'avait pas de notion qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière qui faisait toute la composition de la musique ou quand l'artiste chantait, quoi, surtout. Complètement. C'est souvent l'artiste qui est mis en avant, et on oublie un petit peu que derrière cette musique qui nous fait bouger la tête, qui nous fait ressentir des choses, il y a souvent une ou plusieurs personnes. C'est clair, des fois c'est des grosses équipes. À la composition. Et après, c'est vrai que dans le hip-hop, il y a eu quand même cette mise en avant des producteurs à travers certains duos. Tu vois, on voit par exemple, je sais pas, London avec Young Thug. Ce genre, voilà, souvent des artistes arrivent à mettre en avant des producteurs quand ils travaillent, cool. quand ils font des projets avec eux. Je pense à Metro Boomin, tout ce genre de producteurs qui ont été quand même bien mis en avant. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu cette démocratisation en fait du beatmaking et du rôle du producteur. Et voilà, je pense que c'est bien de surfer sur cette vague et de la porter en France, sachant que nous en France on est toujours un peu en retard. 10 ans, on dit qu'on a 10 ans. 10 ans en retard vis-à-vis des Américains. Et moi c'est vrai que dans mon parcours d'artiste, moi c'est vrai que je viens du rock à la base, de toute la musique des années 90-2000. C'est que un peu plus tard je me suis mis au hip-hop. Mais voilà, quand je m'y suis mis, j'ai toujours eu cette volonté de remettre un petit peu le compositeur au devant de la scène. Et c'est vrai que j'ai toujours été inspiré, on a toujours été inspiré avec Sheck de gens qui ont toujours changé la donne en fait dans le game, comme on peut dire. Donc ça va être Pharrell Williams, Timbaland, Kanye West, des gens qui ont vraiment changé le son du hip-hop. C'est vrai. Et nous, c'est ce qui nous a passionnés au début, c'est cette créativité au service de la musique et de faire bouger la musique, d'apporter des nouvelles sonorités, une nouvelle patte, et pas forcément suivre la tendance et voilà. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, si moi je suis une jeune fille ou un jeune homme qui veut se lancer, qui veut devenir producteur, est-ce que t'as des astuces ou des étapes vraiment à suivre qui sont primordiales pour devenir un bon compositeur? Alors, il y a certainement des étapes primordiales pour devenir un bon compositeur. Après, j'ai pas la réponse. Pour moi, déjà la principale qualité à développer, c'est la curiosité. Comme pour toute chose, comme pour tout corps de métier, il faut avoir cette curiosité, cette envie déjà d'aller prendre les informations pour soi-même. Écouter surtout. Écouter ce qui se passe, exactement. Ce qui se fait. C'est primordial aussi, comme tu l'as dit, c'est se tenir au courant, informer des tendances actuelles. Après, je dirais que c'est pas forcément l'aspect primordial de la composition. On peut très bien se mettre à la composition en écoutant de la musique des années 60, de la musique classique, etc. Ça, c'est toi et ta créativité. Après, moi, je dirais que le meilleur moyen aujourd'hui de commencer, c'est d'essayer de s'entourer le plus possible de personnes qui ont l'expérience. Oui, aussi. Et ensuite, de se former son petit home studio. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, n'importe qui peut être producteur, beatmaker. Il suffit d'avoir un ordinateur, finalement. Il suffit d'avoir un ordinateur qui fonctionne bien, installer un logiciel de production. Ça, pareil, c'est toujours un grand débat. Quel est mieux, Ableton, FL Studio? Moi, je fonctionne personnellement sur FL Studio et Machine de Native Instruments. Après, voilà, c'est ça, moi, je dis, c'est vraiment au feeling de la personne. En fonction de comment tu te sens à l'aise sur ton soft. Logiciel, et voilà, je recommande pas forcément FL Studio plus qu'Ableton. Moi, c'est ce que j'utilise. Mais voilà, il faut que cette curiosité produise, voilà, le fait de tester des choses et tester le plus possible. Et aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment l'outil superbe pour pouvoir être autodidacte et apprendre. Il y a plein de tutos super, il y a plein de gens qui font ça très bien. Moi, je sais que j'ai jamais forcément été quelqu'un des tutos. Ça m'arrive de regarder 2-3 tutos sur comme les tendances évoluent assez vite. Parfois, il suffit que tu perdes le fil 2-3 mois quand tu es un peu enfermé dans ton processus créatif. T'écoutes pas forcément ce qui se fait dehors. Et au bout de 2-3 mois, t'écoutes, la tendance elle a un peu changé. Donc parfois c'est toujours utile d'avoir un tuto comment faire un beat drill. C'est beaucoup la drill dans le hip-hop en ce moment qui marche. Comment faire un beat by lettrable, c'est pas. Et donc ça c'est très utile. Après moi personnellement, je suis pas quelqu'un des tutos. Je suis beaucoup quelqu'un qui fonctionne sur l'apprentissage à travers l'observation. J'ai toujours la chance d'avoir des gens à côté de moi qui faisaient ça depuis plus longtemps que moi, mieux que moi.
Et ça, c'est hyper important. Je pense que dans n'importe quel corps de métier, il faut s'entourer de gens qui le font depuis plus longtemps que toi, qui le font mieux que toi. Oui, c'est clair. Que ce genre de mentor, en fait, finalement, qui vont t'aider à être beaucoup plus productif. Exactement. Alors que si t'es entouré que de personnes qui sont au même stade que toi, tu vas pas forcément évoluer. Et moi, j'ai eu la chance, après, voilà, ma curiosité a fait que j'ai été en école pour ça. J'étais allé à SAE à Paris, à Aubervilliers. Et j'ai fait 6 mois là-bas. Il y a une formation très bien d'ailleurs que je recommande qui s'appelle UMC, Urban Music Certificate, où on apprend un peu les rouages de la musique urbaine à travers la théorie musicale, à travers l'apprentissage des softwares, des différents softwares sur ordinateur, donc Mac ou PC. Et ça m'a vraiment aidé à avoir plus de notions, d'armes pour commencer vraiment la production, même si c'était déjà un moment que j'avais commencé. Et donc voilà, faire une école, c'est pas quelque chose qui exclut. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, donc comme tu disais, Internet c'est une très bonne alternative quand on veut. Mais il y a tellement de contenus différents maintenant que c'est un petit peu dur de trouver son chemin et parfois on a un peu trop de contenu. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens qui font ça très bien, qui expliquent très bien les bases de la production. Et pour moi, c'est vrai que je trouve que la théorie musicale, ça a son importance. C'est un plus, on n'est pas obligé. Il y a plein de beatmakers qui font des instrus de tueurs, mais qui seraient incapables de jouer du piano, de la batterie ou de la guitare. C'est pas forcément important. Moi-même, qui pratique les instruments, je suis pas une bête de solfège. J'ai jamais aimé ça particulièrement. J'ai toujours, voilà, un peu de la même manière que j'ai appris la production. Je me suis toujours entouré de musiciens et de gens que je pouvais observer et par la patience, l'observation et l'intérêt que je portais à ça, m'améliorer. Et donc, pour revenir un peu à la question initiale, quels seraient les différents tips, conseils que je puisse donner à un producteur? Bah voilà, c'est soit curieux, économise pour t'acheter du matériel. Aujourd'hui, on peut vraiment se faire un petit home studio de qualité avec, voilà, comme ici, avec 1 000 €. Il suffit un bon ordinateur, une bonne carte son qu'on peut trouver entre 150 et 200 €, un micro s'il y a de l'enregistrement, donc que ce soit voix ou instrument, et une bonne paire d'enceintes de monitoring. Les enceintes, c'est quand même c'est un must, et un casque. Voilà, un bon casque, Beyer Dynamics, la base. On fait pas de sponsoring, mais il y a quand même des bases dans le métier. À savoir. Et après, une fois que t'as ton home studio, que t'as ton ordinateur et la capacité de pouvoir produire, bah là c'est juste faire, se tromper. Et s'amuser aussi. S'amuser, bien sûr. Et à tester des choses. Moi je sais que c'est intéressant parfois, même si on est ancré un petit peu dans un style, de sortir de ce style-là, essayer d'autres choses. Donc c'est vrai qu'on est plus dans la musique hip-hop, la musique urbaine. Après avec French College, on a eu la chance de bosser sur plein de types de projets différents, que ce soit de la musique pour des artistes ou de la musique pour du visuel, de la télé, de la pub, ce genre de choses. On a eu l'occasion de bosser ensemble sur certains de tes podcasts. D'ailleurs, pour la petite info, quand vous écoutez tous les podcasts, le intro et outro, c'est French College qui l'a réalisé. Et ça, c'est pas sponsorisé non plus. Non, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça aussi. Quand t'es compositeur, comment tu peux gagner ta vie finalement? Qu'est-ce que tu peux proposer comme service? Parce que tu peux très bien composer pour un artiste ou une artiste, mais tu peux aussi faire des sons pour des vidéos promotionnelles justement. Tout ce genre de choses. Alors là, on rentre plus dans la catégorie donc musique business. Oui, et ça, commercialisation. C'est une nébuleuse qui fait un peu peur quand on se lance. C'est et ça. Je pense que déjà, c'est quelque chose auquel il ne faut pas penser au début. C'est l'argent. C'est-à-dire que quand tu fais vraiment ça par passion, pour que t'as envie de devenir un artiste, le tout début, il faut savoir que tu vas pas forcément galérer, parce que je le dis comme ça, parce que si on pense à l'argent, oui, on n'a pas forcément l'argent tout de suite. Mais la persévérance, elle paye. La persévérance paye, et c'est surtout pour moi, c'est des qualités humaines qui priment. C'est ta capacité à séduire les gens à travers ton art, à travers ce que tu fais, et à travers ta gentillesse. C'est hyper important de montrer ce visage partout, que ce soit dans n'importe quel corps de métier. Je pense que c'est ce qui fait aussi ta force dans ce que tu fais. C'est que t'es une fille avec des valeurs, t'es une fille agréable, t'es une fille avec qui on est content de travailler. Et ça, c'est ce qui va faire en fait après
ce qui va bâtir un peu ta réputation et ton carnet d'adresses. C'est est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui délivre son travail en temps et en heure? Et le fait de pas demander, je sais que ça peut, j'entends déjà des gens crier, on va pas faire comme ça. Mais pour moi, le fait au début de ne pas demander d'argent, de faire ça gratuitement, si on peut écouter quelques moguls de la motivation, j'aime pas ce mot-là, mais du développement personnel, du business, ils vont tous te dire ça, voilà, c'est au début, propose tes services sans demander un retour. Et pour peu que ton service soit de qualité, tu vas te faire recommander, tu vas avoir... et en gonflant ce carnet d'adresses, c'est comme ça que tu te crées un réseau. Et c'est comme ça qu'après, l'argent commence à rentrer, que tu as différentes opportunités. Et que tu peux tabler aussi tes prix, parce que ça, c'est toujours la grande question. Exactement. Quand t'es artiste, quel prix tu mets en place, que ce soit producteur, que ce soit artiste, musicien, DJ, peu importe. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué de mettre un prix sur ce que tu réalises aussi. Après, c'est comme pour toute chose, c'est une étude de marché, voir combien les autres ils vendent leur prod. C'est à toi aussi d'estimer ton travail. Si t'estimes que ce que tu fais, c'est au-dessus de la qualité de ce qui est proposé sur le marché, ou au moins aussi bien, et ben il faut faire les mêmes prix ou plus cher. Et après, c'est vrai que le monde de la production, c'est un monde très ingrat, et tu peux rapidement te faire bouffer, te faire entourlouper. Donc c'est quand même un métier où il faut être sur ses appuis. Je parlais de la gentillesse tout à l'heure, il faut pas non plus être trop gentil. Oui, non, bah non. Parce que tu peux très rapidement devenir le producteur pas cher ou le producteur gratuit. Donc c'est vraiment faut naviguer entre toutes ces choses-là et trouver un équilibre entre, voilà, comme je te disais, la gentillesse, le dévouement, mais aussi le professionnalisme, le fait de savoir que tout travail mérite salaire. C'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un monde aussi où il y a beaucoup d'amitié qui se crée, de relations qui se créent, et parfois c'est mon pote, j'ai pas envie de le faire payer. Même si c'est dur, il faut trouver ce juste milieu, il faut savoir que ça reste un travail, la production. Nous, les producteurs, on peut passer X temps sur une chanson. Parfois, nous, on entend la chanson à la radio, on se dit, ça sonne bien, ça a l'air facile. Mais même une musique qui a l'air facile, il y a peut-être 10 heures de travail dessus. Il y a peut-être l'artiste en question qui t'a demandé de refaire. Donc c'est beaucoup de travail et c'est une expérience, chacun a son expérience. Moi je donnerais pas de conseils particuliers à part peut-être ceux que je viens déjà de dire, mais même la législation elle est importante aussi, le fait de faire des contrats. Bien sûr, j'allais y venir. Et il faut s'inscrire en SACEM, ça coûte pas très cher, c'est rapide aujourd'hui, on peut télécharger le formulaire en ligne. Donc à partir du moment où on remplit les cases pour pouvoir s'inscrire, il faut le faire le plus rapidement possible. Et à partir de ce moment-là, ta musique, elle est protégée. Même si tu fais cadeau d'une musique à un artiste, etc., tu vas quand même toucher de l'argent dessus pour peu que la musique soit diffusée, pour peu que la musique soit utilisée sur scène, etc., etc. Donc, ça, il y a plein de moyens de protéger sa musique. Il faut faire attention parce qu'on peut vite se faire rattraper par la loi dans ce genre de métier aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et si ta musique, elle est pas protégée, alors après, voilà, il y a des techniques un peu à l'ancienne, de mettre sa musique sur CD, de se l'envoyer en recommandé par la poste pour que tu aies une preuve que c'est la tienne. Je savais pas ça. Ça, c'est des vieilles techniques pour sécuriser au max sa musique, parce que c'est vrai qu'on entend plein de choses dans le rap, tous les confrères producteurs. Ils m'ont plagié, mais c'est moi le premier, non, c'était moi, et en fait, tu sais même plus qui a fait quoi au tout début. Et avec des gros artistes qui sont parfois même pas responsables, on blâme les artistes, mais je sais que ça a été le cas souvent pour des artistes comme Booba ou ce genre de très gros artistes comme ça. On dit mais la prod elle ressemble à une prod de Tory Lanez, etc. Mais parfois c'est le producteur, tu sais. Moi j'ai connu des mecs en studio, c'est des prods tabasse et tout, puis je me dis tiens, ça me fait penser à un truc. T'écoutes un son, en fait il a repris tous les kicks de Rick Ross, le rythme, il a juste changé un truc. Donc voilà, parfois c'est fait exprès aussi, mais parfois peut-être aussi à force d'entendre des sons, c'est vrai que c'est un automatisme. Et puis faut pas se mentir, le hip-hop c'est quand même une musique qui s'inspire de tous les autres styles, et puis qui dans les tendances qui se créent offre des schémas, des patterns, comme on dit, assez redondants. Donc tu vas retrouver forcément les mêmes inspirations, les mêmes types de production. Après il y a vraiment des musiques où c'est flagrant, où tu vois ça a été copié concrètement sur une autre, puis ce qui est pas incompréhensible dans le business, tu vois qu'il y a un truc qui pète aux États-Unis, tu te dis voilà, les gens ils écoutent pas forcément ça en France, ou alors tout le monde n'écoute pas ça, moi je vais faire mon truc à la française sur la même production, ce sera pas vraiment cramé.
Et il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Après ce qui est la chance qu'il y a aussi, c'est que je vois beaucoup d'ailleurs des vidéos sur TikTok où t'as des personnes qui sont vraiment qui ont une culture musicale poussée de ouf et ils vont justement reprendre le son d'un chanteur, je sais pas, ou d'un artiste français, et il va montrer en fait toutes les chansons qu'il a pris pour réaliser la sienne, tu vois. Tout à fait. En termes de composition de musique, je parle pas de paroles, mais il y a de plus en plus des personnes performantes qui arrivent à démontrer justement ce genre de plagiat. Tout à fait. Alors moi, j'aime pas utiliser le mot plagiat pour tout. C'est-à-dire pour moi, il y a vraiment la copie grossière et flemmarde. C'est-à-dire que tu reproduis vraiment la grille rythmique ou la grille mélodique de la chanson et tu la réinterprètes à ta manière. Et après, il y a ce qu'on appelle le sampling, qui est l'essence même du hip-hop. Hein. Je pense à Jay Dilla, tous les producteurs connus de renom aux États-Unis ont cette inspiration de Dr. Dre. On dit souvent What's the difference, Dr. Dre? Pam, pam, pam. Bon, ça c'est une chanson de Charles Aznavour par exemple. Oui, c'est vrai. Qui a été comment dire décélérée. Et voilà, après ça a été refait en hip-hop et je trouve que sur plein de chansons c'est magnifique quoi. Le sample, Kanye West fait ça très bien, se réapproprier une vieille chanson et le faire en mode hip-hop, moi je trouve ça top. Après le plagiat, là on c'est autre chose parce que déjà il y a une règle dans le il y a comment dire une législation qui encadre tout ça. C'est-à-dire que je crois qu'une chanson quand elle a dépassé 50 ans, les droits sont libres, tu peux l'utiliser comme tu veux. Donc, je sens que c'est 100 ans même, mais oui. Non, 50 c'était 70 et il me semble qu'ils ont diminué à 50. Après, voilà, il y a certaines chansons pour lesquelles c'est pas forcément valable, il y a des exceptions, mais je sais que grosso modo c'est la règle, donc c'est pour ça que les gens adorent sampler les musiques des années 60, parce que voilà, maintenant on a le droit. Et voilà, quand c'est prendre une chanson et en faire autre chose, moi je trouve ça top. Après, quand c'est vraiment copier, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, t'as une instru qui sort moderne avec un rappeur, etc. Je sais pas, en Allemagne, et que t'as un petit français ou un petit américain qui se dit ah tiens ça c'est pas connu chez moi, je vais reprendre la même instru, refaire la même instru. Là c'est du plagiat, c'est-à-dire qu'il a rien inventé, c'est juste le rappeur il va faire autre chose dessus, mais l'instrumental est la même. Là c'est différent. Mais quand tu samples la partie d'une musique des années 60 pour l'imbriquer vraiment dans une création qui est à toi, moi je trouve que c'est du génie. C'est Picasso qui disait ça d'ailleurs. Je sais plus exactement la citation, mais en gros les génies, comment dire, l'artiste, le bon artiste copie et le génie vole. C'est ça. Et donc voilà, après il y a toujours eu ce débat de sampler, pas sampler. Puis tu sais maintenant, chez les producteurs, t'as carrément le débat de est-ce que c'est toi qui as fait cette boucle, parce que il y a beaucoup ça. GarageBand a beaucoup popularisé ça, les boucles. C'est-à-dire tu prends une boucle de batterie, une boucle de guitare, tu vas les assembler ensemble. Alors oui, c'est pas toi qui as créé la boucle, mais c'est toi qui as eu l'inspiration artistique d'assembler ces deux choses-là. Pour moi, il y a beaucoup de producteurs qui produisent comme ça, tu vois, ils ont des banques de samples, soit qu'ils achètent, soit qu'ils téléchargent gratuitement, et ils utilisent, voilà, des boucles de mélodies déjà créées, et ils les imbriquent, ils font des drums, voilà, ils rajoutent une rythmique par-dessus. Pour moi, ça reste de la production. Il y a toujours eu ce débat de, ah non, t'es moins bon si tu fais pas toi-même tes drums ou tes mélodies. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pour moi, c'est la vision. À partir du moment où t'as une vision où ta vision, elle est vraiment bonne, que ton approche artistique est bonne, voilà, tu peux tout faire. Pour moi, il y a pas de limite. Dans la limite, voilà, du légal, de pas voler le travail de quelqu'un. Parce que parfois, t'as des petits beatmakers de 16 ans qui sont super talentueux dans leur chambre, qui n'ont pas forcément toutes les connaissances dans le music business ou tous les outils pour pouvoir protéger leur musique, etc., et qui sont volés parce qu'ils protègent pas leur musique, parce qu'ils la mettent sur YouTube, etc. Mais après, après on part dans d'autres discussions, c'est que karma, ce genre de choses. Mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Tu peux être pendant 5 ans producteur sur YouTube, faire voler tes beats, etc. Mais ça peut être productif pour toi. Parce que ça te fait de la pub. C'est clair. Si, tu vois, et tôt ou tard. J'espère qu'au moins ils vont écouter tous tes conseils parce que c'était super enrichissant, cet épisode de podcast. Franchement,
Je pense que là, vous pouvez même réécouter et prendre des notes. J'ai pas dit au début, je pensais pas que t'allais donner autant de tips. Et je pense que... Pas me lancer, moi, je suis un bavard. Mais... non, en tout cas, j'espère que dans tout ce que j'ai dit, c'était peut-être un peu... Non, mais il y a eu plein d'infos et c'est des infos super intéressantes. Et de toute façon, s'il y a des personnes qui se lancent ou qui ont besoin de conseils, ils peuvent te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le réseau, pour moi, c'est ce qui fait vraiment tout. C'est la capacité à faire du réseautage, de créer un network d'amis. Moi, j'ai eu la chance avec Sheikh de gérer un studio de répétition pendant plus de 3 ans. Que j'ai connu, qui était super sympa. Qui était très, très, très sympa. C'était une très belle opportunité, une belle partie de nos vies. Et voilà, là-bas, on a eu l'opportunité, de faire plein de choses. Bon, déjà, on avait le fonds de commerce qui était la répétition. Donc vous étiez jeune aussi. On était plus jeunes. Et on a eu l'occasion d'utiliser l'endroit pour justement faire ce dont je te parle, c'est-à-dire du réseau, inviter des gens, faire des soirées, faire que les gens se rencontrent, jouer de la musique, le partage. La musique, c'est pas la musique s'il y a pas de partage. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Et moi, j'ai toujours été comme ça dans tout ce que je fais. J'adore partager les choses, les faire tout seul. Je suis pas vraiment le profil du producteur seul dans sa chambre. J'adore faire de la musique, que je sois seul ou accompagné, mais ce que je veux dire, c'est que un projet musical, pour moi, il vit à partir du moment où il est partagé avec des gens. Et la créativité, c'est ça aussi. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait la force de French College, c'est qu'on a tous les deux approches de la musique. On a deux histoires différentes vis-à-vis de la musique. Je sais vous êtes complémentaires. Voilà. Donc, cette complémentarité, c'est lui qui m'a un peu appris tous les outils de MAO, musique assistée par ordinateur, donc l'utilisation d'FL Studio, faire un bon enregistrement, les notions d'ingénierie sonore, tout ça, c'est lui qui me l'a appris. Et moi, j'ai pu apporter un peu mon expérience des instruments. Ton oreille musicale. L'oreille musicale, la batterie, la guitare, la pratique. Et voilà, c'est ça qui ça a fait un bon mix. Franchement, je pense que si on était restés chacun de notre côté, on serait tous les deux très bons musiciens, très bons producteurs de musique, mais on n'aurait pas fait toutes ces instrumentales, toute cette musique, on aurait surtout pas eu l'occasion de partager tous ces moments et de créer tous ces moments qu'on a pu créer ensemble. Encore coucou à Sheikh qui va nous sûrement écouter cet épisode ou le regarder. Que tu sois avec nous, mais... C'est sûr. Bon, alors je pense qu'on aurait fait au moins un épisode de 2 heures. Pour l'instant, je reste encore sur sur des petits formats de 40 minutes grand max. Si vous voulez plus d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous voulez des épisodes plus longs, ça serait avec plaisir de faire des talks plus longs. Mais sinon, si vous voulez retrouver Thomas, ça sera sur French College. Je vais mettre toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, c'était super intéressant. On pourrait parler de musique pendant des heures. De toute façon, les musiciens, c'est des passionnés. Donc ça, c'est clair. Encore, je pense que c'est les entrepreneurs les plus passionnés par ce qu'ils font. Tu penses ? Ouais, les artistes en général. Artistes musiciens, artistes, après peintres, tous les artistes, en fait. En soi, c'est tellement, c'est un métier de passion. C'est ça, plus que d'autres métiers. L'art déchaîne des passions. Et c'est vrai que c'est un domaine, une discipline où on a l'opportunité vraiment d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, et que ce soit bon, mauvais, triste, joyeux, c'est ça qui fait l'artiste. C'est la force de l'artiste, c'est de pouvoir exprimer des sentiments et que les gens s'y identifient. Et voilà. Et vivez avec passion, du coup, les gars. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Thomas, c'était trop cool. Merci et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.